Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. Voici l'essentiel en titre. La diplomatie béninoise dans une posture offensive. Le chef de la diplomatie béninoise expose au corps diplomatique accrédité au Bénin les réformes entreprises pour capter davantage d'investisseurs. De nouveau-nés au sein de l'institution parlementaire, Unité, Paix et Démocratie et Agir pour le Bénin. Ces deux groupes parlementaires émanent du bloc de la majorité parlementaire. Le voile, effet de mode ou prescription islamique, la problématique intéresse en ce mois de jeunes musulmans où le port du voile se fait de plus en plus remarquer. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Conférence diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Aurélien Agbenossi a invité les diplomates accrédités au Bénin pour leur exposer les réformes engagées afin d'attirer les investisseurs et pour soutenir ces réformes, les prouesses de la diplomatie économique. Osias Sounouveau. Face à la presse et aux diplomates, le ministre des Affaires étrangères expose les premiers succès engrangés par la diplomatie économique du Bénin. Nous avons décidé de créer des missions commerciales. Nous en avons créé déjà 3, une à Riyad, nous en avons créé une autre à Shenzhen et enfin Bruxelles pour attirer vers nous des partenaires commerciaux. Lorsque nous allons au Kenya, il y a d'énormes potentialités de part et d'autre. Ce que nous faisons aussi, c'est d'attirer d'autres institutions. J'ai eu plaisir à signer, au nom du président de la République, avec la Banque africaine de développement, un accord d'établissement d'un bureau ici. Et le chef de l'État, lorsqu'il se rend, il quitte l'Arabie Saoudite, pique directement vers Ahmedabad, en Inde. L'Inde fait des progrès extraordinaires et il faut s'en inspirer. Un atout dans cette diplomatie économique, c'est l'expertise du ministre du Plan avec son expérience de financier international. Nous avons plus de 60% du financement qui vient du secteur privé. Et donc la différence vient de notre action sur le marché financier régional, mais aussi et surtout vis-à-vis de nos partenaires financiers. L'autre pièce maîtresse, c'est le patron du bureau d'analyse et d'investigation, métronome et œil du président de la République sur l'exécution du programme d'action gouvernementale. Le BAI, c'est un pôle de compétences au service du gouvernement. Il est là pour appuyer les structures techniques. Actuellement, il y a 4 structures qui sont chargées de la mise en œuvre du PAG. Un certain nombre de réformes qui ont été déjà engagées, sont en cours de mise en œuvre, pour faciliter l'intervention des opérateurs qui sont attendus. Tous assurent qu'un tiers de 9 000 milliards recherchés pour le PAG sont déjà mobilisés. Et beaucoup de projets aux études déjà bouclées vont connaître un démarrage imminent. Toute l'action de diplomatie financière autour du PAG se mène avec une obsession, transformer l'économie et générer 500 000 emplois. Avec une boussole en main, les objectifs africains de croissance agricole et les ODD. Et ce bout de phrase à présent qui lève tout équivoque, le chef de l'État se porte comme un charme. C'est par cette formule qu'Aurélien Agbenossi, le chef de la diplomatie, coupe court aux rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État béninois. La polémique s'est fait inviter à cette conférence diplomatique du ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. Je voudrais dire très simplement que le président de la République n'est pas parti précipitamment de Cotonou. Et je voudrais dire que le président de la République n'est pas malade. Je suis en contact avec lui, il se porte comme un charme. Et ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est un peu de l'intoxication. Des parlementaires de l'espace UEMOA se retrouvent à Cotonou pour une réunion du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'ordre du jour, des sujets liés au budget du CIP UEMOA. Les travaux de cette réunion sous-régionale ont démarré en début de semaine. Guillaume Avienou, Patrick Nimavo. Des parlementaires de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Cotonou, pour une réunion d'une semaine du CIP UEMOA, le comité interparlementaire de l'organisation. Une rencontre qui se consacre entre autres à l'examen de l'avant-projet d'ordre du jour de la 40e session ordinaire de l'institution. Une session essentiellement budgétaire. Au cours de nos travaux, nous ferons le point de l'état d'exécution des budgets 2016 et 2017 au 31 mai 2017, l'avant-projet de budget du comité interparlementaire
dans le cadre du cadre budgétaire à moyen terme 2018-2020 et planifieront les thèmes de session des réunions d'inter-sous-comités de l'année 2017. Enfin, nous passerons en revue les informations sur la situation socio-politique dans les États membres de l'Union. La réunion de Cotonou du bureau du comité interparlementaire de l'UEMOA se tient à une période où l'institution sous-régionale ouest-africaine a engagé un processus de rationalisation de ses organes face à la raréfaction des ressources et aux recherches de performance. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA d'avril dernier demande en effet aux organes sous tutelle de réduire leurs dépenses de 20% du budget initial de 2016. Oui, au-delà du discours du président, donc nos attentes, c'est l'adoption du programme de travail et surtout de la 40e session ordinaire qui se tiendra dans un pays où on va déterminer. Notre sous-région traverse des situations assez difficiles par endroits et notre institution doit s'en préoccuper et faire des recommandations au pays donc, de 2 mois. Cotonou devrait accoucher donc de plusieurs décisions importantes, indiquent les organisateurs de la présente réunion. Et on parle économie à présent. Le Bénin dispose depuis le 18 août dernier d'une loi fixant le régime des zones spéciales, une législation qui vise à accroître la compétitivité de l'économie nationale, et cela à travers la mise en place d'une politique d'incitation des investissements, cela dans des pôles économiques bien spécifiques. Mais en fait, de quoi retourne la disposition de cette loi? En attendant sa promulgation, l'honorable Adjibade Koussonda nous éclaire davantage. Il est au micro de Ulvaeus Balogun et Edmond Humba. Le 18 avril, on a délibéré à l'Assemblée nationale et adopté la loi fixant le régime des zones économiques spéciales. Et effectivement, dans notre pays, il y avait la zone franche industrielle. Mais la création des zones économiques spéciales vient maintenant renforcer la zone franche industrielle et donne plus d'ouverture, plus d'opportunités au gouvernement de pouvoir délimiter ces zones-là, tenant compte des différents pôles économiques. Je prends l'exemple d'Aladap qui est reconnu producteur d'ananas. Si l'État décide de créer une usine de transformation, par exemple, et crée la zone économique spéciale proche d'Aladap, par exemple, ça va être une facilité pour l'installation donc de ces usines. La création de ces zones économiques spéciales se fait par décret pris en Conseil des ministres. Donc, le gouvernement va essayer de voir l'opportunité de créer la zone économique spéciale. L'impact premier, c'est la création donc de ces emplois, et j'invite les investisseurs nationaux à s'y intéresser. Parce que ces espaces-là qui seront délimités seront considérés comme des espaces qui ne sont pas sur le territoire national, puis c'est délimité. Et toutes les opérations qui se dérouleront à l'intérieur donc de cet espace, il y aura des exonérations sur la TVA pour les achats qui vont s'effectuer à l'intérieur de la zone et aussi à l'exportation. C'est seulement pour les produits mis en consommation locale, c'est seulement sur ces produits-là qu'il y aura la TVA. Donc, il y a assez de facilité et aussi les procédures administratives vont être simplifiées au niveau de ces zones. Donc, c'est pour cela que j'invite les opérateurs nationaux à s'y intéresser. Et donc on en sait un peu plus sur cette loi fixant le régime des zones spéciales, une loi dont dispose notre pays depuis le 18 avril dernier. Et on parle maintenant de cet atelier de formation des systèmes financiers décentralisés, un atelier qui se penche sur la gestion des réseaux d'agents. Il s'agit d'une initiative du programme Microlead du PNUD en collaboration avec le consortium Alafia. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Bruno Rotekbo et Rachidat Diomoma. C'est un renforcement de capacité à l'endroit des acteurs du secteur de la microfinance. Durant 5 jours, ils seront outillés sur les stratégies et tactiques pouvant leur permettre d'acquérir les bonnes pratiques de gestion d'un réseau d'agents pour mieux optimiser les résultats. Cette formation qui vient en appui à celle de la semaine dernière sur les modèles d'affaires en finance numérique permettra d'étudier le cadre des contraintes des services financiers digitaux, les stratégies de financement d'un réseau d'agents, la gestion de la formation du réseau d'agents
la gestion des risques de fraude dans le cadre des services financiers digitaux. Grâce à cet atelier de formation assuré par le réseau ELIX, un département de Microsoft, les institutions financières pourront facilement opérer la transition vers la finance numérique. Nombreux sont les pays émergents où la majorité de la population et des petites entreprises n'ont pas accès aux produits d'épargne ou de crédit les plus basiques. Les téléphonies numériques, en commençant par un simple téléphone portable, sont en mesure de résoudre ce problème. Les ménages comme les entreprises ont en effet la possibilité d'interagir aisément et efficacement, stimulant ainsi fortement la productivité et l'investissement, tout en favorisant l'inclusion financière. En initiant cette formation, également financée par la Fondation Mastercard, le programme MicroLead du PNUD entend, en collaboration avec le consortium Alafia, davantage contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs de développement, entre autres la réduction de la pauvreté, celle des disparités de revenus et l'accroissement de la croissance économique. Le Bénin accueille ce mercredi le 3e congrès des neurochirurgiens militaires. C'est une rencontre internationale de mise à niveau des médecins militaires sur l'art de prise en charge en temps de catastrophe ou de jeûne. Je vous propose de suivre ici le commandant Hugues Gandaro. Il est le chef service de neurochirurgie de l'hôpital d'instruction des armées. Le congrès a pour but de réunir les médecins, les chirurgiens plus précisément, et spécifiquement les neurochirurgiens, pour les mettre à niveau sur l'art de la prise en charge des blessés en temps de situation, en temps d'exception. Entendez, la guerre, les catastrophes, les conflits armés, mais aussi la précarité, les grands afflux de blessés. Nous sommes donc en train de préparer son congrès qui va commencer demain du 7 au 9 donc, au Bénin Marina Hotel. Une centaine de participants sont attendus et on joint à ces chirurgiens et médecins une cinquantaine de logisticiens, d'agents des services de santé des armées pour uniformiser la pratique des soins dans les armées et surtout la prévention des catastrophes, une prise en charge rapide des blessés en temps d'exception. C'est d'établir des liens solides avec ces hôpitaux partenaires, ces logisticiens militaires sur l'organisation, la structuration des soins, la formation et surtout le recyclage de nos hommes. Nous allons ici à Cotonou jeter les bases pour que les Africains se revoient de plus en plus et plus fréquemment dans ce créneau-là. Le Bénin a été choisi pour être le pionnier et surtout la capitale de ce nouveau creuset qui est créé dans la Fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales. Et c'est un honneur pour notre hôpital de drainer cette réunion scientifique qui va se terminer par une action chirurgicale gratuite dans le centre médico-social de la garnison de Ouida les 10 et 11 juin prochains. Politique à présent, Mathurin Kofi Nago, à nouveau président de groupe parlementaire. Le nom de ce groupe, Unité, Paix et Démocratie. Ce groupe de 10 députés appartenant au BMP, le bloc de la majorité parlementaire, déclare soutenir la philosophie de la rupture ayant porté le président Patrice Talon au pouvoir. Jérémy Adomaou est leur porte-parole. Suivons-le. En cohérence avec l'option politique indiquée ci-dessus, et fort de leurs engagements exprimés notamment à travers la déclaration du bloc de la majorité parlementaire le 11 mai 2017, les députés sous-signés décident en toute responsabilité et en toute conscience et conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Bénin de se constituer en un groupe parlementaire dénommé Unité, Paix, Démocratie, UNIPED, est présidé par l'honorable Mathurin Kofi Nago afin d'accompagner résolument le président de la République et son gouvernement dans la mise en œuvre efficace de leur vaste programme de réforme politique et institutionnelle et d'action de développement économique et social. Il s'engage par ailleurs au sein de l'institution parlementaire et partout où besoin sera,
de contribuer véritablement à la promotion de l'unité, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays à travers la défense des valeurs et des principes qui en constituent les fondamentaux et les exigences. Un autre groupe parlementaire a vu le jour dans la même foulée, Agir pour le Bénin. C'est son nom. Il est créé par des dissidents de l'ex-bloc FCBE, les Foscouris pour un Bénin émergent. Agir pour le Bénin, présidé par l'honorable André Biaou Kounola, soutient le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Suivant un extrait de la déclaration de constitution du dit groupe parlementaire présenté par le député Gilbert Bangana. L'élection du président Patrice Talon à la tête de notre pays en mars 2016 et sa philosophie politique faite d'idées révolutionnaires, audacieuses et novatrices nous met aujourd'hui à la croisée des chemins et nous impose de faire des choix, des options claires et judicieuses. Elles nous conduisent ainsi à choisir entre les vieux et vilains clivages politiques, très souvent contre-productifs, et le développement effectif de notre pays. Elle nous suggère deux pistes, celle de la rancœur et de l'inimitié ou celle de l'ouverture et de l'acceptation de l'autre. Elle nous interpelle à maints égards. C'est fort de cela que nous, députés signataires de la création du présent groupe parlementaire, face à l'histoire, face à notre dessein commun, avons décidé en toute conscience et responsabilité d'apporter notre caution politique et surtout parlementaire à l'ambition programme d'action du gouvernement en ne ménageant aucun effort pour sa réalisation et son succès. Toutefois, notre soutien ne saurait être assimilé à un chèque à blanc, à une renonciation systématique à nos prérogatives constitutionnelles, notamment en matière de contrôle de l'action du gouvernement. Notre exigence pour le travail bien fait et le respect du chronogramme d'exécution du PAG restera strictement et bien ferme. De Porto Novo, on met à présent le cap sur Grand Popo. Le ministre des Affaires étrangères, lui, prolonge les retrouvailles fraternelles de Grand Popo. 24 heures après les festivités du Novicha, Aurélien Agbenonsi a rencontré jeunes et élus locaux du terroir natal, j'allais dire, une façon de donner une suite et un sens à la fête de la fraternité. Il était entouré de 3 autres collègues du gouvernement, ceux de l'enseignement supérieur, des sports et celui du cadre de vie. Un ministre à l'écoute du terroir et de ses besoins. C'est un reportage de Osia Sonoro. Nous sommes ici à la Villa Caro, à la plage de Grand Popo, sur les traces du ministre Aurélien Agbenonsi, qui est venu au nom du gouvernement se pencher sur les conditions d'existence de ses frères et sœurs du terroir natal. Une zone nichée au cœur d'un beau décor naturel, mais est-ce pour autant qu'ils vivent au paradis ? Qu'espèrent ces jeunes gens élus et habitants Popo à la rencontre de l'illustre fils Aurélien Agbenonsi? Aujourd'hui, ce frère est devant nous pour connaître nos préoccupations. Nous ne sommes pas prétentieux, nous ne sommes pas suffisants, mais nous sommes très ambitieux. Chiche, l'état d'esprit des officiels fait délier les langues. D'un arrondissement à l'autre s'égrènent des problèmes d'équipement et de personnel éducatif, sportif, sanitaire, énergétique, routes d'accès, valorisation touristique, érosion des terres cultivables, ensablement fatal des eaux poissonneuses. Sur le banc du gouvernement, fort de 4 ministres, des réponses s'esquissent pour l'essentiel puisées dans le programme d'action gouvernementale. Nous ferons de notre mieux pour 2017. Et on peut vous rassurer que tout sera pris en compte pour le budget 2018. Je vais y veiller particulièrement. L'engagement du président Talon est que, en 2018, les travaux de protection côtière de Grand Popo vont démarrer. Il s'agira pour nous de mettre à votre disposition des équipements, des encadreurs et surtout des ressources. Monsieur le maire, Mira tout terrain. Bientôt, le terrain va être fait dans de très bonnes conditions. Ce sera une infrastructure à la dimension de ce que Grand Popo est pour le chef de l'État et pour le gouvernement, une vraie cité balnéaire. Aurélien Agbenonsi conclut avec ce désir de faire que notre pays soit grand et que chacun de nos terroirs soit grand.
Et au bilan des espérances soulevées, on apprécie. Je crois que autant que nous étions dans cette salle, nous avons été tous satisfaits. Au bout des bonnes paroles restent les réalisations pour conjurer les souffrances et périls locaux. Justement, pour joindre l'acte aux paroles prometteuses, les 4 ministres sont allés inspecter un chantier éducatif à Grand Popo, celui d'un complexe de formation fondé sur l'EQF, entendez École de qualité fondamentale, un chantier où ils sont tous impliqués. Ils sont pressés de l'inaugurer pour donner corps aux promesses faites 1 heure plus tôt. Ils nous disent ici ce que les habitants de Grand Popo peuvent en attendre et dans quel délai. Écoutons-les. Donc ici, nous sommes en présence d'un chantier de ce que nous pouvons qualifier d'école de qualité fondamentale, où toutes les fonctions sont présentes. Nous avons un module administratif composé de 2 salles et 2 modules de classe. Il y a 4 salles pour donner des cours. Mais en plus de ça, il y a des installations sportives. Le chantier se déroule bien, le rythme est bon. Dans 3 mois, tout ceci sera terminé. Équipement sportif compris. Moi, je souhaite l'avoir pour mon secteur de l'enseignement supérieur, y mettre des métiers qui sont de la zone, notamment des métiers qui concernent l'agriculture pour pouvoir former les gens dans les atouts de la région. C'est un modèle qui correspond parfaitement aux nouvelles orientations du gouvernement. C'est pour ça que je suis heureux de faire la visite avec mes collègues. Le chef de l'État lui-même a souhaité que désormais l'ensemble des infrastructures éducatives, scolaires, intègrent des installations sportives. Et là, c'est la deuxième que le partenaire chinois réalise avec bien sûr la participation de notre pays parce qu'il y a toujours une contrepartie nationale. Les populations, c'est très bien de leur dire que la diplomatie économique est en marche, c'est bien de leur dire que nous travaillons pour le rayonnement de notre pays, mais c'est mieux que ce rayonnement-là se traduise par des infrastructures concrètes et surtout des infrastructures de nature sociale qui répondent à des besoins sociaux de base. Et une école, il n'y a rien de tel pour faire du développement. Et on parle religion à présent. Le jeûne musulman a démarré il y a quelques jours, vous le savez, moment par excellence où les femmes musulmanes arborent le voile. Et la question qui s'invite à cet effet, le port de voile est-elle une prescription islamique, effet de mode ou pratique religieuse? Élément de réponse dans ce reportage de Nestor Sela et Kadnel Kapoor. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Les Coalisés, il dit au prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des musulmans, des croyants, de ramener, de rabattre sur elles le grand voile. Le port de voile est donc une prescription islamique. Les légistes musulmans s'appuyant sur le Coran et la Sunna affirment le caractère obligatoire du port du voile pour les femmes musulmanes. Lorsque la femme atteint la puberté, c'est fini, le voile lui est obligatoire. C'est une obligation pour qu'elle porte, pour qu'elle-même soit protégée. C'est pour sa propre protection. Le voile est l'identité de la femme musulmane. Le voile, c'est le respect de la parole divine à l'instar des 5 prières. Le voile a pour objectif de couvrir tout le corps de la femme, parce que nous savons que tout le corps de la femme est une unité. D'autres ont choisi de couvrir totalement le visage, les pieds, partout. Donc, il y a cette sorte de voile. Nous avons les voiles qui laissent les yeux, uniquement les yeux, niqab. Et il y en a la burqa complètement, ça couvre le visage. Et il y a aussi le voile où on voit le visage et les paumes de main. Au-delà de ces 2 parties visibles du corps de la femme musulmane, le port de voile doit respecter aussi certains principes recommandés par le Coran. Le voile ne doit pas être transparent, le voile ne doit pas être collant, le voile ne doit pas porter des dessins pour attirer. Le voile n'est pas quelque chose pour sortir la beauté, non. L'islam reconnaît la valeur de la femme musulmane à travers cet habillement. Alors partout où la femme musulmane est, en s'habillant comme ça, c'est comme si elle était en train de se soumettre à son créateur. Primo. Secondo, cela permettrait en se voilant ce que nous soyons reconnus et ne pas être importunés. Alors le voile, c'est une protection pour la femme. Toi qui te voiles, tu es respecté d'abord, tu es respecté et après cela, les gens n'arrivent pas à vous aborder comme si vous étiez toute nue. Et avec son voile, elle peut s'affirmer partout où besoin y est.
Et on parle maintenant de cette émission Secret de prospérité. Vous la connaissez certainement sur le petit écran. Eh bien, cette émission souffle ses 10 bougies. Et pour marquer d'un saut spécial cette célébration, le promoteur de l'émission a organisé en partenariat avec la CCIB une table ronde à Cotonou. C'était une séance d'échange avec les étudiants sur le thème de l'entrepreneuriat. La rencontre a eu lieu mardi à Cotonou. Blaise Adampo, Brice Chibazo. C'est un forum de discussion avec les étudiants pour célébrer les 10 années d'existence de l'émission Secret de prospérité. Le promoteur se réjouit du travail abattu au cours de la décennie. Nous avons accueilli en 10 ans une centaine de chefs d'entreprise, de dirigeants de différents horizons et d'au moins 4 continents, permettant à notre pays de voir défiler devant lui le film de la promotion des valeurs et de pratiques de leadership de différents pays. L'événement est placé sous le parrainage de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les échanges se déroulent autour du thème entrepreneuriat et philanthropie. Les thématiques entrepreneuriat et philanthropie, raison d'être de ce forum, pourraient a priori paraître antinomiques, voire inconciliables. Je suis heureux d'en parler aujourd'hui parce qu'en fait, entrepreneuriat et philanthropie, c'est antinomique. C'est important de comprendre que la philanthropie, c'est celui-là, le philanthrope, c'est celui-là qui intervient dans la vie d'autrui sans en attendre forcément un profit particulier. 2 enregistrements de l'émission sont prévus pour mettre un thème à la célébration des 10 ans de Secret de prospérité. Et on boucle avec MTN Bénin qui se rapproche de sa clientèle. Le réseau de téléphonie mobile a organisé en fin de semaine écoulée la 2e édition de l'opération Vie ta vie. Et c'est Dangbo, dans la région de la vallée de l'Ouémé, qui a abrité cette campagne. Guillaume Avienou, Enoch Adandé. À cœur ouvert, des responsables du réseau de téléphonie mobile MTN et des clients de la commune de Dangbo. Les débats se mènent en langue nationale Wemengbe. La structure organise en effet la 2e édition de l'opération Vie ma vie. Une opération dont le but est de se rapprocher de ses abonnés pour un partage d'expérience. Cela devrait davantage favoriser une plus grande connaissance des produits et services de MTN au Bénin. Ici, ce sont surtout les plaintes de la clientèle qui occupent les esprits. Si vous ne savez pas faire votre besoin, bien que on peut dire que c'est le premier besoin aujourd'hui au Bénin, vous deviendra le dernier. Chaque fois je reçois sur mon numéro 1000 félicitations. Votre numéro est sélectionné pour gagner 10 millions de francs. De quoi s'agit-il au juste? Et c'est toujours MTN qui envoie le message. Loin d'être choqué par le ton utilisé par certains clients, MTN rassure. Nous nous sommes rendus compte que les abonnés se plaignaient. Et quoi de plus normal que lorsque vous avez vos abonnés qui se plaignent, que de venir à leur rencontre et d'écouter réellement l'objet de leur plainte. Nous l'avions fait aussi parce qu'à un moment, nous avions eu une rencontre avec Madame le ministre de la Communication, où il était question de redynamiser le secteur des télécoms. C'est face à tout ça que nous sommes descendus sur le terrain pour prendre et vivre les réalités de nos abonnés et de pouvoir prendre aujourd'hui des mesures adéquates pour pouvoir y remédier. Au final, le réseau de téléphonie mobile voudrait renforcer l'affinité de la clientèle à la marque MTN. Après Dangbo, pour la vallée de l'Ouémé, d'autres localités du pays devraient aussi accueillir l'opération Vie ma vie. Ben voilà, la boucle est complètement bouclée. Fin de cette édition donc. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente après-midi. Prenez soin de vous.